On y va avec le sujet suivant, la clé de la gestion de proximité, proximité, utilisation des médias sociaux. Et je laisse Mme Bélanger qui sera votre conférencière aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Raphaël. Merci à HEC Montréal pour cette invitation. Merci à l'équipe de professeurs, le pôle santé. Et je tiens à souligner aussi tous mes collègues qui sont en web actuellement. Alors, je pense qu'on m'a dit qu'il y avait plus de 300 personnes. Alors, je veux saluer les collègues du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi, bien sûr, les différentes firmes, entrepreneurship dans différents domaines des ressources humaines, des services de santé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes de présentes. Alors, ça me crée quand même un certain défi parce que je ne viens pas vous présenter aujourd'hui une expertise de spécialiste. Je viens vous présenter mon expérience à titre de présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et je vais débuter d'entrée de jeu en vous mentionnant que je n'ai aucun conflit d'intérêts, même si je vais nommer très souvent dans ma présentation Facebook et LinkedIn. Soyez assurés, je n'ai aucune part dans ces méga compagnies. Alors, donc, voici ma présentation. Alors, dans les 45 prochaines minutes, je veux, avec vous, parcourir brièvement qui on est, parce qu'on ne peut pas parler de médias sociaux sans parler de la mission d'entreprise. Vous parler de l'organisation des réseaux sociaux au sein de notre établissement. De façon plus spécifique, les réseaux sociaux de la haute direction, les valeurs ajoutées à la lumière de l'expérience que j'ai vécue, donc les valeurs ajoutées d'une bonne utilisation des réseaux sociaux, quelques leçons apprises, parce qu'il reste que c'est quand même une expérience qui est récente, et aussi conclure avec le fait que, naturellement, l'utilisation des médias sociaux sont des outils incontournables à entrer dans nos stratégies d'organisation, dans nos stratégies de communication. Alors, notre établissement, en un clin d'œil, vous savez certainement que le réseau de la santé et des services sociaux a connu une réorganisation majeure en 2015, où nous sommes passés de 182 établissements à 34 établissements. Et donc, ça a donné lieu à la mise en place d'organisations qui sont extrêmement importantes en termes de nombre de budget, de nombre d'employés, en termes de mission. Alors, notre établissement, c'est d'abord 18 000 employés. C'est un budget de 1,8 milliard de dollars. On dessert une population à Montréal de 308 000 personnes. On retrouve nos services de santé et nos services sociaux dans près de 156 installations, donc des installations étant des bâtisses différentes, un peu partout sur l'île de Montréal. Nous avons près de 900 médecins omnipraticiens et spécialistes au sein de notre établissement et nous recevons près de 6 000 stagiaires universitaires par année dans 26 disciplines différentes. Et ça, c'est sans compter les stagiaires qu'on reçoit des collèges, entre autres, et des écoles professionnelles, ainsi que plus de 300 chercheurs. Alors, on voit déjà l'ampleur de notre organisation, et vous allez voir, tantôt, je vais y revenir, comment on utilise les médias sociaux à l'intérieur d'une organisation complexe comme celle-ci. Alors, le CIUS du Centre-Sud, c'est l'hôpital de Verdun, l'hôpital Notre-Dame, c'est 8 CLSC, 17 CHSLD, et plusieurs centres universitaires avec des missions spécialisées, dont le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, l'Institut de gériatrie de Montréal, l'Institut universitaire sur les dépendances, Institut universitaire en réadaptation physique, le Centre jeunesse de Montréal, qui est aussi un institut universitaire, et bien sûr la Direction régionale de la santé publique. Donc, à l'intérieur du CIUS du Centre-Sud, la particularité de notre établissement pour Montréal, c'est que nous avons une responsabilité populationnelle pour donner des services de première ligne à 308 000 personnes qui vivent sur le territoire géographique de notre établissement, qui est essentiellement le plateau Mont-Royal, l'arrondissement Ville-Marie, Sud-Ouest et Verdun.
Mais nous avons, vous le voyez donc sur cette diapo, des missions universitaires spécialisées pour l'ensemble des Montréalais. Donc, quand vous voyez là, les différents centres, instituts universitaires, c'est que là, bien sûr, on dessert les Montréalais pour certaines, dans plusieurs spécialités. La particularité de notre établissement, c'est que nous avons au sein de notre établissement l'ensemble des missions du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, allant de la naissance à la fin de vie, couvrant toutes les populations. Alors donc, naturellement, nous n'avons pas des grands hôpitaux avec les missions tertiaires, avec des services ultra spécialisés, mais nous sommes un établissement universitaire en bonne et due forme. Très près des innovations sociales, je vous dirais, c'est vraiment très, très près de notre mission première. Alors, notre vision, c'est d'offrir des soins de santé et des services sociaux accessibles, efficients, de qualité, qui s'adaptent aux besoins des personnes. Donc, on le voit là, il y a des personnes ayant des besoins qui sont très, très forts, très, très différents, dépendamment, je dirais, du quartier où ils vivent, puis dépendamment de l'âge où ils sont rendus et dépendamment de leurs besoins de santé personnalisés. Nos valeurs organisationnelles, respect, engagement, passion, collaboration. Alors, dans un établissement comme le nôtre, c'est très important, étant donné que nous avons plusieurs missions, plusieurs sites, que les valeurs soient vraiment transcendantes d'un programme à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et vous allez voir tantôt dans les médias sociaux, dans notre stratégie, on est resté très, très près des valeurs organisationnelles et c'est ce qu'on souhaite aussi, qu'ils soient diffusés, perçus et compris lorsqu'on fait différentes interventions sur les médias sociaux. On souhaite que ces valeurs-là transparaissent. J'en parle parce que vous allez voir tantôt un peu, j'ai sorti quelques exemples et pour nous, c'est vraiment un moteur extrêmement important. Nos grands positionnements comme établissement, bien sûr, la santé urbaine. Nous sommes dans une métropole. Montréal est la deuxième plus grande ville au Canada. C'est une métropole importante. Métropole au niveau de la santé aussi, parce qu'on retrouve différentes universités, différents établissements de santé. À Montréal, il y a 10 établissements de santé, 5 CIUS et 5 établissements non fusionnés, ce qui fait, dans le fond, une différence par rapport à d'autres régions qui ont une région administrative et un établissement. Donc, à Montréal, il y a quand même cette réalité de 10 établissements, donc un niveau de complexité aussi là, qui s'ajoute en termes de concertation, communication. La santé urbaine, pour nous, c'est un élément extrêmement important parce que quand on donne des services à une population, il faut tenir compte des environnements dans lesquels ces personnes vivent. Et on sait que dans les métropoles, puis quand on regarde un peu ce que l'OMS a défini comme concept de santé urbaine, il y a des particularités qu'on retrouve dans les métropoles, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les régions du Québec, comme entre autres, je pourrais souligner le phénomène de l'itinérance, les jeunes de la rue, la prostitution, les sites d'injection supervisés qu'on a dû rapidement mettre en place avec donc le nombre de personnes utilisateurs de drogues injectables. Donc, la santé urbaine, c'est vraiment les caractéristiques de l'environnement urbain, comment elles viennent influencer les besoins de santé des populations qui y vivent et comment le système de santé doit, en fait, organiser ses services pour tenir compte de cette réalité. L'accès aux services de proximité, c'est un élément extrêmement important pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on doit aussi s'assurer d'avoir une première ligne forte. L'expérience positive des usagers et l'expérience positive des employés est au cœur de nos stratégies organisationnelles. Même si on a 18 000 employés, on a là un défi de s'assurer que nos usagers, peu importe dans quel programme ils vont chercher leurs services, ressortent de notre établissement avec un sentiment d'avoir eu une expérience positive et des services hautement satisfaisants. Puis pour faire en sorte que notre clientèle reçoive des services de qualité, bien naturellement, c'est très important pour nous que nos employés, dans nos différentes stratégies de gestion, puissent aussi avoir une expérience positive au niveau de leur emploi. L'accueil, service à la clientèle, grand défi d'organiser les services dans une méga organisation, je vais y revenir tantôt. Et naturellement, d'autres grands positionnements qu'on a, les soins de santé primaire
et les innovations sociales. Nous avons dans notre établissement 5 centres de recherche, notamment en dépendance, centre de recherche sur les inégalités sociales, centre de recherche en jeunesse, en gériatrie et en réadaptation. Et donc, nous avons aussi plusieurs chercheurs qui sont subventionnés par le Fonds de recherche en santé du Québec et du Canada, mais aussi plusieurs chercheurs qui sont financés dans leur subvention de recherche par le Fonds de recherche en santé, société, culture. Donc, je veux quand même l'illustrer pour montrer que la dimension sociale est quand même extrêmement importante au sein de notre établissement. Alors, quelques défis organisationnels avant de plonger dans les médias sociaux. Un défi important quand nous sommes arrivés à mettre en place cet établissement qui était gigantesque, c'était de se créer en fait une communauté CIUS et de développer une culture organisationnelle. Et comment on fait ça, développer une culture organisationnelle, quand nous avons une organisation avec différentes missions, différentes réalités, plusieurs installations? Donc, c'est certain qu'il faut se doter de stratégies de communication, il faut être visible, il faut partager avec les employés. C'est d'abord eux qui vont passer les messages à la clientèle. Favoriser une culture de proximité. Comment on fait ça dans une grande organisation? Continuer d'être près des employés. Moi, j'ai un leadership dans ma carrière. J'ai été directrice générale dans d'autres établissements. J'ai suivi les réformes du réseau de la santé. J'ai commencé dans un établissement où il y avait 2000 employés. Je trouvais que c'était incroyable. Après ça, j'ai eu une promotion. Je suis partie dans un autre établissement qui avait 6000 employés. Aujourd'hui, j'en ai 18 000. Et j'ai toujours trouvé important d'être sur le terrain. Fait que vous comprenez que j'ai eu beaucoup de questionnements quand je suis arrivée sur mon siège de PDG au CIUS, et en me disant comment je vais faire pour continuer d'être près du terrain, comprendre ce que les gens vivent et que les gens me connaissent aussi. Alors, vous allez voir que les médias sociaux, ça peut nous aider, entre autres, à répondre à certains de nos défis organisationnels. Disponibilité de main-d'œuvre. C'est un fait actuellement qu'on est dans un contexte de pénurie sans précédent. Je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant, ça va aller en s'accélérant. Plusieurs régions du Québec là, vivent cette pénurie depuis un bon bout de temps. À Montréal, même si on est une grande ville, puis on peut penser qu'on a plus de personnes, près de 2 millions de personnes qui vivent à Montréal, le phénomène de la disponibilité de la main-d'œuvre est en train de nous rattraper grandement. Rétention des employés. Alors, des jeunes employés, jeunes professionnels qui se joignent à notre organisation, c'est une autre génération, ils ont des attentes complètement différentes. Ils sont nés avec les médias sociaux et là, ils atterrissent dans le système de santé et services sociaux. Alors, comment on organise nos stratégies pour répondre à cette réalité-là? Le petit bulletin papier qu'on produisait une fois par mois, est-ce que ça répond encore aujourd'hui aux besoins? On peut voir qu'on est vraiment, c'est impossible de continuer d'avoir ce média du journal papier traditionnel qu'on affichait un peu partout sur les babillards. Alors, la rétention des employés, comment on fait ça? Comment on s'assure qu'ils soient partie prenante de l'organisation? Comment ces gens ont l'impression de se développer personnellement et professionnellement dans leur carrière? C'est extrêmement important. Comme employeur, il faut être conscient de ça. Le marché est là. Si on ne leur offre pas ça, bien, ils ont l'embarras du choix et ils peuvent aller n'importe où. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était de créer de la fierté, de travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux, peu importe ce qu'on fait dans l'établissement, puis de créer un sentiment d'appartenance fort à l'organisation. Et comment réaliser cet élément-là quand on est une organisation avec un nombre important d'employés? Alors, donc, voilà tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Je ne répondrai pas à tous ces défis-là aujourd'hui, mais je vais vous dire que ça, actuellement, ce sont mes défis. J'aurais pu ajouter le budget, bien sûr, le financement par l'activité, mais je vous dirais que c'est presque secondaire. C'est rare que vous allez entendre ça d'une PDG. C'est important qu'on arrive en équilibre budgétaire, qu'on utilise bien notre budget. Ça, c'est bien sûr, c'est fondamental. D'ailleurs, il y a une loi à ce sujet sur l'équilibre budgétaire et nos obligations. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est comment on va continuer de donner des services de qualité, efficients, accessibles à toutes les populations qu'on doit desservir, toutes nos clientèles, tous nos usagers, et continuer de mobiliser notre main-d'œuvre. Alors, vous voyez que là, on arrive à un niveau de complexité
qui sort pas mal de juste l'équilibre budgétaire puis du parcours de soins. On arrive à un niveau qui est très, très élevé. Alors, j'en ajoute un peu parce que je pense que c'est important de voir. Tantôt, je vous ai montré très rapidement notre environnement interne sans vous dire qu'on avait 22 directions, etc., là. Et conseil professionnel, conseil des médecins dentistes, comité des usagers. Mais on est aussi dans un écosystème qui est de plus en plus, je dirais, perméable avec nos organisations. Les CLSC, des CHSLD publics qu'on gère, mais aussi des CHSLD privés. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui qui participent à cette session. Les GMF, les cliniques médicales, les pharmacies qui ont maintenant un rôle de plus en plus élargi, les médecins, les médias, nos fondations, des représentants de différents organismes de la population, des institutions d'enseignement. On est affilié avec l'Université de Montréal, dans notre cas, beaucoup de liens avec HEC, des liens avec l'Université du Québec. On est très, très sollicité pour, comme partenaire académique, partenaire au niveau de la recherche, de l'enseignement, de la formation. Puis nous, bien, on a besoin aussi des maisons d'enseignement pour nous aider à développer nos connaissances. C'est donc vraiment un partenariat qui est extrêmement important, mais aussi pour assurer notre relève. Alors, les hôpitaux, en fait, tantôt, j'ai nommé que j'ai l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de Verdun au sein de mon établissement, mais il y a quand même une quinzaine d'hôpitaux à Montréal. Donc, on a des partenaires à Montréal. Les gens vont chercher leurs services de santé, pas nécessairement en lien avec leur adresse civique. À Montréal, les gens déménagent beaucoup. Alors, donc, ils vont chercher leurs services selon leurs habitudes, que ce soit leur médecin de famille ou même des services spécialisés. Les syndicats, les milieux communautaires, je ne sais pas si vous savez, mais à Montréal, actuellement, via le PSOC, qui est le programme de subvention aux organismes communautaires. C'est une enveloppe d'à peu près 145 millions et nous avons, dans le domaine santé et services sociaux, près de 850 organismes communautaires. Et ça s'ajoute aussi à la responsabilité de notre établissement de distribuer, selon un cadre de référence ministériel, les subventions aux organismes communautaires. Alors, les instances officielles, ministères, ministres, j'aurais dû commencer en disant ministres, ministère. Une fois par mois, les PDG, on rencontre les trois ministres, la ministre de la Santé, Mme Mécan, mais aussi Mme Blais et aussi Dr Lionel Carman. Donc, ce sont des instances formelles, sans compter la ville, etc., et l'ensemble des élus. Alors, j'arrive aux médias sociaux, mais avant d'arriver, dernière diapo, depuis la mise en place de notre CIUS, j'ai tenu à ce qu'on puisse travailler, à se donner un modèle de gestion de proximité. Et nous avons implanté depuis 2015, certains de nos établissements, avant la fusion, avaient déjà débuté différentes démarches. Mais on a, une fois par mois, et je ne manque jamais, une marche Gamba mensuelle. PDG, PDGA, les deux DGA, dans un secteur d'activité de l'organisation. Donc, en fonction des différentes installations, missions, en fonction de notre plan stratégique, en fonction des indicateurs stratégiques que nous suivons, aussi bien sûr, on veut une cohérence, nous allons donc, en fonction des priorités, rencontrer, faire des marches Gamba. Et dans ces marches-là, on rencontre des usagers, nous avons des entrevues avec les usagers, puis avec des questions très simples. Comment vous avez trouvé les services? Avez-vous des points forts, des choses à améliorer? Questions très ouvertes. Les usagers nous disent beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment intéressant. On rencontre des employés, puis les cadres, bien sûr, du secteur où on va. Et donc, à la suite de cette rencontre-là, il y a une rencontre synthèse qui est faite et nous donnons notre point de vue de ce que nous avons vu. Nous suivons après, par la suite, pour s'assurer que les équipes puissent entrer nos observations dans leur plan d'amélioration continue de la qualité. Célébration de l'excellence. Depuis la mise en place du CIUS, nous faisons un gala de l'excellence. Nous avons formé différents porte-paroles dans chacune des missions organisationnelles,
parce qu'on ne peut plus maintenant, la PDG ne peut plus être, j'ai le chapeau officiel de porte-parole de l'établissement, mais je dois partager, dans le fond, cette responsabilité avec les directeurs, avec des cadres, mais peut-être que vous avez déjà remarqué dans notre organisation, avec beaucoup de professionnels, d'experts et de médecins. Alors, ces gens-là ont tous eu une formation de porte-parole. Et on organise même une fois par année le gala des porte-paroles et on offre des micros d'or à ceux qui ont fait les meilleures entrevues. Alors, donc, juste pour vous dire que ça, c'est un élément extrêmement important dans notre établissement, la communication. Présence constante à des événements internes, rapport d'activités stratégiques via des assemblées publiques, les comités de gestion, mot de la PDG dans le bulletin interne. Alors, c'est un bulletin, je vous rassure tout de suite, qui n'est plus en version papier depuis quelques mois. C'est un bulletin intranet et bulletin Internet. Les réseaux sociaux et les médias. Alors, les réseaux sociaux, j'y arrive tout juste. Bien, essentiellement, les réseaux sociaux qu'on utilise dans notre organisation, c'est Facebook, LinkedIn et Twitter. Ce sont les 3 réseaux sociaux. Vous les connaissez sans doute, qui sont omniprésents dans la société et qui, en fait, sont assez faciles à utiliser. Puis la petite histoire, ça commence qu'à un moment donné, Elisabeth, qui est avec moi, qui est toute jeune, vient à mon bureau, elle fait partie de mon équipe, puis elle me dit, « Madame Bélanger, j'ai remarqué que tous les PDG des autres établissements ont tous des comptes Facebook et LinkedIn. » Je dis, ah oui, moi, je n'avais même pas de compte Facebook et LinkedIn personnel. Alors, je vous dis, là, il y a 2 ans, je n'avais pas ça parce qu'on m'avait dit, vous êtes mieux de ne pas trop vous mettre là-dessus, ça vous expose, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Et en plus, bien, c'est que j'avais pas le temps. Vous comprenez que j'avais vraiment pas le temps. Alors ça m'a un peu challengée. Alors, puis elle m'avait sorti une liste là, avec les noms des PDG qui avaient des comptes et tout ça. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je suis en retard, vraiment en retard. Alors, ça a débuté comme ça. J'ai dit, bien, écoutez, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, j'y reviendrai. Donc, c'est vraiment important de dire que quand on débute un projet comme ça, moi, je ne vous conseille pas de vous aventurer personnellement. Surtout si vous êtes comme moi, que vous n'étiez pas nécessairement une spécialiste des médias sociaux. Alors, il faut du personnel dédié. Il faut que ça soit cohérent avec l'organisation. Et il faut une rétroaction rapide. Quand on utilise des médias sociaux, ça veut dire qu'il faut exercer aussi une vigie. Hein? Quand on écrit, quand on publie, bien, des gens peuvent réagir. Alors, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour être capable de répondre à l'intérieur de 4 heures. Je vais y revenir tantôt. Alors donc, retenons 3 médias. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, je vais commencer avec les réseaux sociaux du CIUS Centre-Sud, puis après, je vais faire les réseaux sociaux de la PDG. OK? On va regarder ça à 2 niveaux. Alors, le Facebook du CIUS est actif depuis 2015, près de 9 000 employés. Les objectifs, c'est de mettre de l'avant l'offre de services à la population, puis faire rayonner notre établissement. Puis nos publics, c'est vraiment grand public, population générale, employés, mais aussi usagers et leurs familles. Okay? Donc, mettre de l'avant notre offre de services, c'était vraiment un élément extrêmement important. LinkedIn, actif depuis 2015, près de 4 000 abonnés. Et l'objectif pour nous de LinkedIn, c'est beaucoup le recrutement. Tantôt, je vous ai parlé de nos défis, alors c'est pour ça que je voulais qu'on fasse les liens. Alors, on utilise de plus en plus LinkedIn, puis même, je vous dirais, les Facebook des gens, les réseaux de nos contacts pour recruter aussi notre personnel. Donc, naturellement, LinkedIn, c'est aussi faire rayonner l'établissement, puis mettre le personnel de l'avant. Donc, on utilise beaucoup le réseau LinkedIn pour favoriser dans la mise en valeur là, de notre personnel. Et les publics, ce sont les candidats potentiels, les professionnels, mais aussi les influenceurs. Twitter, c'est un réseau, un média qui est plus spécialisé. On l'utilise beaucoup en santé publique, notamment. Donc, ce sont des plateformes spécialisées qu'on utilise, nous, plus pour l'expertise scientifique. Donc, et l'actualité dans différents domaines. Donc, c'est une plateforme de gestion de crise aussi en temps réel.
Donc, exemple, il y a 2 ans, on a eu un épisode de chaleur accablante à Montréal. La directrice de la santé publique était très présente dans les médias et tout ça, mais elle s'est servie aussi beaucoup de Twitter pour donner de l'information là, en temps réel. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu des réseaux de notre établissement. Nous avons aussi une politique de gestion des médias sociaux, j'y reviendrai tantôt. Nous avons aussi, comme établissement, la responsabilité que nous avons reçue du ministère de gérer une plateforme au bénéfice des Montréalais qu'on appelle Santé Montréal. Alors, si vous tapez sur Internet Santé Montréal, Facebook, vous allez arriver sur une plateforme où il y a du contenu très, très diversifié. Alors, je vous donne ici 2 exemples. En haut, avec la petite seringue, ça date en fait du 15 août cet été, où un cas de rougeole a été détecté sur un vol en provenance de Las Vegas qui arrivait à Montréal. Et donc là, il y a eu naturellement un événement médiatique avec les journalistes et rapidement, la santé publique a dû faire des interventions, notamment à Radio-Canada, etc. Mais on a mis ce contenu-là sur Facebook, sur l'espace Santé Montréal. Okay? C'est un exemple que je vais vous donner où on peut aussi utiliser du matériel qu'on fait et le mettre sur cet espace-là. Ce n'est pas tout le monde qui écoute nécessairement. Je donne l'exemple de Radio-Canada. Dans ce cas-là, c'était cette chaîne-là qui avait fait l'entrevue. On en profite aussi d'utiliser cette plateforme-là pour faire rayonner les réalisations de différents établissements. Ici, vous avez l'exemple de pratiques parentales positives en bas âge pour prévenir les symptômes de TDAH et c'est le CHU Mère-Enfant Sainte-Justine en collaboration avec l'Université de Montréal, qui ont publié du contenu. Et puis, j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Donc, il y a différents établissements qui produisent du contenu sur Santé Montréal en fonction des rubriques qui y sont présentes. Alors, notre rôle est vraiment de gérer la plateforme. Donc, c'est une autre façon pour les Montréalais d'avoir de l'information, pas juste en allant sur le Facebook de l'établissement précis, mais d'une façon générale aussi par d'autres. Alors, il y a plusieurs façons aujourd'hui d'aller chercher de l'information. Et je voulais illustrer que Santé Montréal, dans le fond, c'est là pour la population, puis c'est du contenu très, très diversifié. Alors, les réseaux sociaux de la haute direction. Alors, pour moi, ce qui était important, c'était de partager l'information, mais aussi d'en recevoir. Alors, ce n'était pas juste une tribune pour prendre des photos puis montrer nos bons coups, mais aussi d'aller chercher de l'information, d'avoir une vue d'ensemble sur l'établissement, d'améliorer nos connaissances, d'en apprendre davantage sur les réalités des équipes, de créer des liens avec notre personnel, puis aussi de se tenir au courant de projets ou d'événements dans l'organisation. Parce que, n'ayez crainte, j'ai un bon contrôle sur mon organisation. Je sais ce qui se passe, j'échappe pas grand-chose, mais aujourd'hui, si je n'avais pas ces médias-là, j'aurais un petit sentiment d'insécurité. Parce qu'on ne peut plus gérer de façon traditionnelle. Il y a trop de choses qui se passent de façon trop rapide partout. Alors, c'est très, très important. Puis, naturellement, j'étais moi-même, il y a 2 ans, la première personne à déplorer le fait que les gens sont toujours sur à regarder ce qui se passe, mais on peut comprendre que quand on embarque dans le processus de médias sociaux, on voit qu'il y a de l'information là, qu'on n'a pas le choix, puis mes équipes regardent ça de façon très, très précise. On n'a pas le choix de regarder ce qui se passe parce que ça va vite dans le réseau de la santé et des services sociaux et on ne peut pas s'éloigner de l'information du terrain. Et donc, c'est une façon. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une façon d'avoir accès à l'information. Alors, donc, moi, j'ai commencé à ouvrir mon compte LinkedIn, mais j'ai aussi demandé, quelques mois après, que mes directeurs s'ouvrent aussi des comptes LinkedIn. Alors, je veux mentionner qu'on n'a pas fait ça n'importe comment. On a adopté une politique de médias sociaux. Donc, on a regardé ce qui se faisait dans les grandes organisations. On s'est donné, dans le fond, des principes. Donc, le principe du respect de la confidentialité, le professionnalisme,
la responsabilisation du contenu qu'on met, parce que le contenu n'est pas nécessairement, quand on décide de mettre des choses sur les médias sociaux, bien, ils ne viennent pas me demander la permission, là, les directeurs. Sauf pour moi, moi, sur mes comptes, je gère mon compte, OK? Mais mes directeurs, ils gèrent leur propre compte. Alors, il faut lâcher prise d'une certaine façon, mais il faut une politique en bonne et due forme. Je vais y revenir tantôt sur la politique et je pourrais la rendre disponible aussi là, au réseau, mais ça donne au moins les balises. D'autres choses, on a vraiment donné des formations à tous les directeurs. Et là, maintenant, on arrive aux cadres et aux médecins, etc. Donc, c'est important. On ne se lance pas comme ça. Oui, on se lance parce qu'il faut de l'audace pour partir, je dirais, puis plonger dans cet univers-là. Mais il faut quand même que ce soit très balisé. J'encourageais aussi mes directeurs à relayer l'information. Donc, c'est-à-dire, quand je publie quelque chose, bien, si j'ai des directeurs qui aiment ce que j'ai publié, j'aime bien ça que mes directeurs aiment ce que j'ai publié, bien, je les invite à vraiment là, pouvoir faire suivre l'information. Fait que là, vous voyez un petit peu, ça devient une boucle là, qui est très importante. Puis je fais la même chose avec mes directeurs aussi parce qu'ils sortent des bons coups, etc. Fait que ça me permet de réagir aussi à des choses que mes directeurs font. Alors, donc, voilà. Alors, de plus en plus utilisés dans le réseau de la santé, les médias sociaux sont désormais des véhicules d'information et d'échanges incontournables, de par leur grande popularité et leur influence grandissante dans la population. L'utilisation de ces outils nécessite un encadrement, une politique organisationnelle pour venir baliser les pratiques et faire appel à des comportements éthiques et responsables en ligne. Alors, il y a de la littérature sur les comportements éthiques et responsables en ligne. Alors, on s'est beaucoup influencé, on s'est approprié cette littérature-là pour écrire notre propre politique. Alors, les objectifs, garantir le respect des droits des usagers, encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par les membres du personnel et préserver l'image de l'organisation auprès de la population. Donc ça aussi, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut des règles très, très précises. On ne peut pas écrire n'importe quoi là-dessus. Et puis, quand ça arrive, il faut être capable d'intervenir rapidement en fonction de chaque situation, parce qu'on apprend aussi. On est une organisation apprenante, alors il faut être capable de réagir rapidement. Alors, une présence continue sur Facebook, sur LinkedIn, près de 700 relations professionnelles sur LinkedIn depuis pas tout à fait 2 ans. Je vais y revenir tantôt. Un réseau varié, équipe de direction, des membres du personnel, gestionnaire d'établissement. Ça, c'était au début. Au début, je refusais presque toutes les invitations. Alors, je dois vous dire, parce que je prenais les invitations des gens que je connaissais. Alors, je m'expose à vous aujourd'hui, là, mais je vais vous dire, parce que là, je me disais, bien, je ne connais pas cette personne-là. Puis là, j'allais voir le titre de la personne. Puis là, je me disais, bon, OK. Mais là, on n'a pas d'autres informations que quelques informations sur les réseaux. Alors, j'ai dit, OK, je vais commencer graduellement. Je vais commencer par prendre comme amis ou dans mon réseau LinkedIn les gens que je connais. Mais là, je me suis vite aperçue qu'après 4-5 mois, j'avais comme besoin d'élargir. C'est ça l'objectif, ce n'est pas d'avoir un carnet d'adresses dans mon iPhone. Alors là, j'ai ouvert. OK? Fait que je veux le dire quand même, c'est quand même important. Là, donc, on a ouvert aux professionnels, aux employés, là, aux étudiants, en fait, les élus des milieux politiques. Parce que là, au début, je me disais, oh mon Dieu, les élus, peut-être que c'est pas, étant donné que je suis PDG, mais j'ai ouvert. Alors, c'est public, hein, ces réseaux-là. Les gens du milieu d'affaires, des partenaires du milieu communautaire. Alors, donc là, j'en ai 700. Et puis, je pense que rapidement, je vais doubler ça en peu de temps. J'ai vraiment été de façon très, très graduelle. Alors ici, vous avez, c'est il y a 2 mois, la visite de Danielle McCann, avec la présidente de mon conseil d'administration, quelques membres de mon équipe de direction. La ministre McCann est venue visiter l'hôpital Notre-Dame. J'en ai profité pour faire une petite tournée. Elle rencontre les employés, les médecins. Et par la suite, bien, on a déposé ça, en fait, sur notre réseau. Alors, il y a une valeur ajoutée. C'est du rayonnement important en peu de temps. Parce que
vous savez, vous avez probablement tous participé à faire les bulletins internes une fois par mois de vos établissements. Ça prend beaucoup de temps à faire ça. On continue de le faire. On le fait, mais on a donné un contenu beaucoup plus spécialisé à nos bulletins. Okay? Donc, avec des entrevues, des chroniques, différentes informations. Tandis que ça, c'est vraiment un accès rapide à de l'information. Ça nous permet de faire de la reconnaissance, du recrutement, d'informer sur nos grands projets. Ça nous permet de personnifier notre établissement, de rappeler nos valeurs organisationnelles, et ça permet aussi une rétroaction rapide en période de crise. Celle-ci, je vous le montre, c'est un exemple. Il y a quelques semaines, donc dans le cadre du Festival de la Fierté, où, comme établissement, on a aussi comme mandat de donner des services, tantôt je vous disais, à l'ensemble des populations. Le quartier gay est dans le territoire de l'hôpital de Notre-Dame. Et la Fierté, donc les événements avaient lieu beaucoup dans ce territoire-là. On a installé, à l'occasion de cette semaine-là, une bannière souhaitant la bienvenue, donc à la diversité. On a pris une photo, on a mis ça comme ça sur Facebook. On a toute une offre de service en arrière de ça. Là. Je vais quand même vous dire que cet élément-là est important. Mais ça nous a permis d'une part, d'afficher sur la rue Sherbrooke à Montréal qu'on était ouvert à la diversité, mais aussi, on a envoyé ça directement et puis ça a été relayé. Il y a eu 5800 vues de ce post-là, 5800, mais ça a été relayé aussi dans d'autres, puis je n'ai pas le nombre de personnes qui là, ont eu accès à ce post-là. Mais vous voyez que c'est quand même assez important. Tantôt, je vous disais, ça permet aussi du rayonnement. Alors, lors d'un événement, il y a 4 mois, à la Chambre de commerce, où on a eu l'occasion de recevoir des lauréats dans différentes catégories, bien rapidement, on a mis ça donc sur Facebook et 9400 vues. Alors, donc, vous voyez, c'est énorme. On n'aurait jamais eu cet impact-là par nos modes de fonctionnement traditionnels. Le volet de la reconnaissance est extrêmement important pour moi. À chaque mois, tantôt je vous disais, je vais faire des gambas et je vais dans des équipes. Alors, puis je vais rencontrer donc usagers, intervenants. Dans notre organisation, on s'est donné un système, un modèle qualité-performance, qui est un modèle qui est très, très intégré et qui, où on se donne des objectifs d'amélioration de la qualité. Et nous avons une salle stratégique au niveau du comité de direction. Chaque direction a sa salle tactique et nous avons plus de 650 stations visuelles sur le terrain. Donc, ça se décline toujours à peu près de la même façon avec le modèle qualité-performance, les objectifs que nous avons au niveau stratégique, tactique et au niveau opérationnel. Et donc, bien sûr, tous nos employés, nos gestionnaires ont eu de la formation là, pour faire vivre cette déclinaison-là très importante du suivi des projets prioritaires et des indicateurs dans l'organisation. Et je vais vous donner cet exemple-là. C'est une occasion de reconnaissance. Ce n'est pas juste une occasion d'aller voir est-ce que le travail est bien fait, avez-vous amélioré vos indicateurs, pourquoi tel indicateur, on a de la difficulté à le faire bouger, parce que dans cette équipe-là, il y avait des bons résultats, mais il y avait certains indicateurs que ça ne bougeait pas facilement. Alors, donc, c'était le service d'imagerie à l'hôpital Notre-Dame, donc nous sommes allés les rencontrer et nous avons assisté à une démonstration de leur station visuelle. Alors, on voit que notre chef de service ici est en train de faire une démonstration, là, vraiment. Elle animait sa station visuelle devant nous. Et puis, il y avait des employés, ça nous a permis de poser des questions, etc., de mieux comprendre. Alors, vous voyez, on se sert, puis après ça, naturellement, bien moi, je remets ça sur les médias sociaux, puis c'est de la reconnaissance pour nos employés aussi. Et c'est vraiment important, puis alors, on fait beaucoup de choses pour être présent, puis s'assurer de la qualité des services, mais les réseaux sociaux sont vraiment à notre disposition, ils peuvent nous aider. Les employés, quand ils voient la journée même des photos d'eux sur Facebook, la direction générale, bien, ils sont contents, puis ils vont liker, puis ils vont eux autres même envoyer ça aussi. Alors, il y a tout un effet d'entraînement. Ça, quand on fait ça, là, bien, c'est mes stations visuelles pour l'ensemble de l'établissement
ça a un effet pour mobiliser l'ensemble des autres équipes sur leur station visuelle. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Et on peut réagir tout de suite au lieu de réagir dans 2 semaines, 3 semaines, puis envoyer une lettre à l'équipe pour les remercier. Ce n'est pas du tout le même genre de reconnaissance. On se sert aussi de ça pour l'information sur nos grands projets organisationnels. Bien, ici, en fait, c'était dans une conférence avec les cadres sur la santé urbaine, 2531 vues du post dans ce fil-là. D'ailleurs, petite anecdote, dans ce post-là, j'avais écrit, je ne sais pas, je pense que j'avais écrit, ah oui, dans le dernier paragraphe, je ne sais pas si vous voyez, là, ceux qui sont à distance, mais j'avais écrit, c'est dans ce contexte que nous avons tenu la dernière rencontre des cadres autour du concept moderne de la santé urbaine. Le 14 mars dernier, nous étions plus de 400 gestionnaires de notre organisation réunis pour comprendre la santé urbaine et, plus précisément, s'approprier le portrait populationnel. Alors, j'écris ça, et en fait, Elisabeth écrit ça, je valide le contenu, et je dis « go, on y va ». Je reçois le soir un commentaire de quelqu'un que je ne connais pas, parce que les gens ont le droit de commenter, qui me dit « ça n'a pas d'allure, libérer 400 gestionnaires dans une salle d'hôtel, alors je n'étais pas du tout dans un hôtel, 400 gestionnaires, 7 heures, multiplié par 7 heures, multiplié par tant d'argent, 275 000 $. En tout cas, j'avais fait des calculs incroyables. Et là, j'étais assis, puis moi, honnêtement, je ne répondais pas habituellement trop à mes choses parce qu'il faut laisser redescendre la poussière. Mais ce soir-là, j'ai dit, je vais répondre. Alors, j'ai répondu. Et puis, bon, bien, je fais fi, c'est une réponse très correcte, mais que pour moi, c'était une valeur organisationnelle de rencontrer mes cadres puis de les voir de façon fréquente, puis que c'est important. Puis, bon, nos gestionnaires ont un rôle. Puis, j'en ai profité pour saluer le travail des gestionnaires. Puis, j'ai défait aussi le fait que ça n'avait vraiment pas coûté 275 000 $. Alors, et la personne m'a répondu, puis là, j'ai arrêté le dialogue là parce que j'ai dit, bon, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais il faut être capable de répondre aussi, parce qu'on ne peut pas toujours être impassible, puis recevoir, puis pas réagir. Alors, cette fois-là, j'ai répondu, mais mes équipes m'ont vite prévenu le lendemain matin de ne pas continuer. Alors, c'était très correct. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir des gens autour de nous, c'est vraiment, vraiment important. Alors, ici, ça permet de personnifier l'organisation. Bien, ici, le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée sur le droit des femmes, j'ai demandé à mon équipe, mes secrétaires, mes adjointes, dont Elisabeth, celles qui sont vraiment mon équipe de proximité, qui travaille avec moi pour organiser les comités de direction, les différentes instances, les médias sociaux, de venir prendre une photo. Et je l'ai mis là sur Facebook parce que pour moi, c'était comme en fait, je suis entourée de femmes. Je pourrais avoir des hommes, ça donne comme ça. De ce temps-ci, c'est des femmes qui sont autour de moi dans mon équipe de proximité. Mais j'ai dit, tiens, je vais en profiter pour mettre en valeur. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit, des employés de l'établissement, qui étaient contents que je mette mon équipe et mes employés à l'avant-scène. Fait que vous voyez un petit peu, ça l'aide au niveau des valeurs organisationnelles. Fait que ça aussi, ça permet de personnifier puis de mettre en valeur l'organisation. Eh bien, ici, c'est faire connaître nos projets prioritaires avec nos partenaires. Donc, c'est avec la mairesse Mme Plante, Mme McCann, notre ministre, Mme Rouleau, qui est aussi ministre, et M. Sam Watts, qui est directeur général excusez-moi, de la mission Bon Accueil. Et donc, l'hiver dernier, vous vous souvenez peut-être pas, mais en janvier, il y a eu une période de froid intense. C'est arrivé de façon très, très rapide. On a dû se mobiliser rapidement à Montréal parce que les refuges pour les personnes en situation d'itinérance ne fournissaient pas. Donc, en quelques heures, on a réussi à ouvrir des places additionnelles à l'ancien hôpital Royal Victoria. Et donc, on a fait une annonce de ça. Et je voulais donc vous dire que aussi, ça donne souvent des occasions de faire connaître nos projets. Et pas attendre le mois prochain, dans le prochain bulletin de direction. Déjà, il va être trop tard. Il va y avoir d'autres nouvelles.
OK? Alors, quelques éléments. Ça, c'est assez récent. En fait, c'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un de nos CHSLD, le CHSLD Armand-Lavergne, où en pleine nuit, il y a eu un début d'incendie. Et où on a dû rapidement mettre en place naturellement nos mécanismes de mesure d'urgence. Et on a réussi à évacuer près d'une trentaine de personnes qui étaient dans des situations quand même très, très vulnérables en termes de perte d'autonomie. Très rapidement, en pleine nuit, on les a amenés à l'hôpital Notre-Dame. Le matin, 7h30, tout était complété, les transferts avaient été faits, Urgence Santé avait contribué, on n'a pas nuit aux urgences, on a tout fait ça là, en ordre, c'était impeccable. Les gens de Notre-Dame se sont tous mobilisés pour aller accueillir les personnes qui venaient du centre d'hébergement, parce que les employés du centre d'hébergement ne connaissaient pas, n'avaient aucun repère. Là. Comme ça, on arrive dans une unité de soins. Alors, le lendemain matin, naturellement, je suis allée rencontrer l'équipe et rapidement, bien, j'ai mis cette photo-là. Alors, pour moi, c'était une façon de remercier ces gens-là. Là, ils étaient fiers de me dire le travail qu'ils avaient fait. Puis, et je trouve que c'est de redonner en leur donnant une certaine réaction rapide. J'insiste rapide, parce que des fois, on n'est pas mal intentionné dans nos grandes structures, mais on va prendre du temps avant de réagir, avant d'écrire le petit mot de remerciement, etc. Alors, pour moi, ça a été une façon, et là, je donne l'exemple, là, ça ne peut pas être plus rapide que ça. Dès le lendemain, là, on a pu mettre ça sur nos médias. Alors, quelques leçons apprises. D'abord, une approche graduelle des réseaux sociaux. À la lumière de l'expérience que j'ai eue, c'est ce que je suggère. En tout cas, dans mon cas, ça a été très aidant. Comme je vous ai dit, il y a 2 ans, je n'avais même pas moi-même de Facebook et je n'étais pas sur LinkedIn. Alors, je pense qu'il faut se donner, il faut apprivoiser ces médias-là. Donc, c'est vraiment important, une approche graduelle. La grande question, partager ou non le contenu de sa vie personnelle sur ces réseaux. Bien, le choix de la PDG, point d'interrogation, vous aurez compris que moi, j'ai fait le choix de ne pas partager aucune expérience personnelle. Alors, je suis vraiment sur le volet professionnel. Et c'est un choix. Certaines autres personnes vont aussi quelquefois mettre un peu de contenu personnel. Moi, je n'étais pas à l'aise à faire ça. Puis je ne souhaitais pas exposer ma famille aussi. Alors, c'est vraiment un choix que j'ai fait, mais ça dépend des personnes. Puis, je vous dirais que le phénomène qui est assez intéressant, parce que vous savez, mes fils regardent aussi, sont amis avec moi. Alors, donc, j'ai des critiques sans arrêt. J'en ai, c'est très, très bien. Alors, parce que les autres sont habitués aussi à ça et tout ça. Fait que, eux, c'est une des premières choses qu'ils m'ont dit. On dit, là, maman, tu ne mettras pas des photos de nous à Noël, là, puis au jour de l'an, ou je ne sais pas, à la fête de famille, ou... mais non, soyez sans crainte, je ne le ferai pas. Alors, donc, juste vous dire, il faut que ça soit très délimité, la vie personnelle, la vie professionnelle, il faut faire attention à ça. L'autre chose, le principe d'autorégulation. On s'est donné une politique, mais les gens comprennent vite dans quel genre de Facebook ils sont, puis dans quel genre de LinkedIn. OK? Alors, la première fois que j'ai publié quelque chose, dans les premières fois que j'ai publié quelque chose sur Facebook, ma mère m'a écrit « Bravo, ma grande ». Là, c'était correct, c'était sympathique, OK? Bien, puis, les gens voyaient bien que c'était quelqu'un de très près de moi qui avait fait ça, là. Tu sais, continue, bien, c'est ma mère, alors c'est normal qu'elle puisse me dire ça. Mais ils ont vite compris, tout le monde. Là, je vous parle de ça parce que vous avez peut-être ces questions-là. Et bien, maintenant, les gens de ma famille, parce que je ne les ai pas exclus de mon Facebook quand même, là. Les autres aussi, je veux qu'ils puissent... Je ne publie pas de contenu personnel, mais je tiens à ce que ma famille puisse suivre, ou mes amis, etc. Alors, mais ils ne publient pas, ils n'écrivent plus de commentaires, je ne leur ai même pas demandé. Sauf peut-être la première fois pour ma mère, qui ne savait pas trop comment ça fonctionnait.
Et je lui ai expliqué ça. Mais c'est vraiment important, ça s'auto-régule toute seule. Parce que les gens se rendent compte très rapidement que vous êtes juste dans des contenus professionnels. Fait qu'il faut avoir confiance à ça aussi. Ça se fait assez naturellement. L'importance d'être soutenu par une équipe dans sa gestion des réseaux sociaux. Vous avez tous, pour les gens qui sont dans le réseau de la santé et des services sociaux, des équipes de communication. Vous pouvez prendre à l'intérieur de votre équipe de communication quelqu'un qui va avoir un peu plus ce rôle-là. Moi, je trouve que c'est important. Pour moi, ça a été une valeur ajoutée incroyable dans toutes les stratégies de communication qu'on a mis en place. Celle-ci, pour moi, est probablement celle qui a donné le plus de résultats. OK, mais il faut s'en occuper. Maintenir le contrôle sur les contenus partagés et maintenir le contrôle sur les rétroactions. Alors, tantôt, Elisabeth, elle me dit, je vais prendre une photo, puis j'aurai peut-être pas le temps de publier. Mais je dis, oui, j'aimerais ça qu'on publie tout de suite, là, le plus près possible de l'événement. Elle va écrire un contenu, mais je vais le voir. Moi, j'ai décidé de garder un certain contrôle, mais c'est impeccable parce qu'on se connaît, puis elle est habituée. Alors, toujours avoir la même personne, ça aide aussi, beaucoup, beaucoup. Puis, moi, je préfère garder le contrôle sur le contenu par rapport à mon Facebook et à mon LinkedIn. Comme je vous dis, les directeurs ont eux-mêmes leur propre mécanisme de régulation. Et les rétroactions, il faut les gérer aussi. Il faut faire attention, c'est public. On est dans le public, alors il faut demander conseil, il faut être très présent. Mais vraiment, les anecdotes, j'ai été très transparente aujourd'hui. J'ai eu depuis 2 ans un seul commentaire, disons, qui était un petit peu plus, je dirais, challengeant, en lien avec la rencontre des cadres. Je n'ai jamais vraiment eu de commentaires autres. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, voilà, les gens ont le droit à leur opinion. C'est juste que quand le message, quand leur opinion est déformée, il faut réagir aussi. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais si quelqu'un m'écrit qu'il n'est pas d'accord, c'est correct, il n'y a pas de problème. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut réagir si le contenu, parce que les médias sociaux, on peut mettre n'importe quoi là-dessus et ça devient la vérité. Hein? Si on ne défait pas ça, ça peut devenir la vérité. Si je n'avais pas fait d'intervention, peut-être que ce qui aurait été relayé, c'est qu'on a fait une intervention dans une rencontre de cadre dans un hôtel qui a coûté 275 000 $. C'était vraiment complètement erroné. Alors, il faut faire attention à ça, mais c'est vraiment important. Prendre le temps de se bâtir une communauté, je pense que je l'ai illustré aussi. On commence par un groupe autour de nous, puis graduellement, on augmente. Et il y a toujours moyen de retirer aussi, de retirer les personnes. Hein, si on sent il y a toujours moyen de le faire aussi. Alors, donc, ça aussi, c'est important de bien maîtriser l'outil. Alors, une autre leçon apprise, transparence et honnêteté sont les clés des communications. Puis, ça, on le sait, c'est un principe en communication, mais il faut l'utiliser à plein dans les médias sociaux, c'est extrêmement important. Alors, donc, je conclus en disant que les réseaux sociaux sont dorénavant un outil incontournable en communication organisationnelle. Et pour moi, je ne pourrais pas retourner en arrière. C'est impensable. Ça va très vite. Les technologies de l'information, les communications vont se développer à vitesse grand V. Alors, je pense qu'il faut enclencher ce mouvement-là parce que je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qu'on aura à notre disposition, mais je pense que ça vaut la peine de vous pratiquer avec Facebook puis LinkedIn parce que, d'après moi, on est parti dans un cycle qui ne se terminera pas et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Puis il faut accepter de se laisser aller, hein, parce que quand on entre dans l'univers des médias sociaux, on n'a pas le plein contrôle de toute cette plateforme-là. Alors, c'est important de se donner des balises, mais il faut aussi plonger, accepter d'y aller. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme Bélanger. C'est hyper intéressant de voir qu'un milieu qui est souvent décrit comme un peu un peu au goût du jour dans la technologie, d'utiliser les médias sociaux comme ça, c'est un bel exemple. J'espère que d'autres milieux pourront s'en inspirer, dont nous, même au Pôle Santé, on écoutait et on disait on a aussi des travaux à faire si on veut garder notre communauté active, parce qu'on rejoint de plus en plus de gens. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, c'est la période des questions.
C'est simple, on se présente au micro pour ceux qui en ont, pour que les gens du web puissent également vous entendre et vous reconnaître. Je lance la période. Est-ce que quelqu'un voudrait lancer la première question pour Mme Bélanger? Oui? D'abord, merci beaucoup pour l'excellente présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Puis je trouve que l'utilisation des médias sociaux, ça permet aussi de démontrer à quel point, comme PDG, vous êtes engagé dans votre organisation et que vous êtes proche du terrain. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Je me demandais, au niveau de l'alimentation des réseaux sociaux, on sait que quand on décide de se lancer dans cette aventure-là, c'est important de maintenir une certaine cadence des activités. Je me demandais si vous vous étiez donné une espèce de routine de travail ou est-ce que vous vous êtes donné comme objectif de fixer, on dit des posts, là, excusez-moi l'anglicisme, mais donc, est-ce que vous le faites de façon régulière ou vous y allez vraiment selon les événements auxquels vous participez? Oui. Bien, c'est une excellente question. Honnêtement, on ne s'est pas donné d'objectif précis de dire 1 par jour ou 3 par semaine. On y va vraiment en fonction des événements. Et puis, c'est certain que quand on a débuté, bien, on commençait. Alors, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis moi, je devais aussi m'apprivoiser là, à la technique de tout ça. Mais je vous dirais que mon objectif, là, ça serait au moins 1 fois par jour. Bien, il y a toujours des événements, là. Comme PDG, là, il n'y a pas une journée aujourd'hui, c'est un événement, puis je vais avoir d'autres choses tantôt. Il faut faire attention. Aussi, on s'est questionné là-dessus pour ne pas être surexposé. Alors, je ne peux pas répondre à votre question, mais je vous dirais que c'est une question de dosage. Mais en même temps, je ne suis pas très mal à l'aise de faire 2 posts dans la même journée quand je suis avec des employés. Ça, il n'y a pas de limite, là. Je veux dire, quand on est avec des employés, c'est ça notre rôle, hein, c'est d'être sur le terrain, ou si on est avec des organismes communautaires, ou si on est avec de la clientèle. Je ne suis pas très mal à l'aise de faire ça. Il faut vraiment, je dirais, évaluer les situations. Quelqu'un qui mettrait juste sur les posts les événements auxquels elle participe, qui sont un peu plus grandioses, bien, ce ne serait pas mieux non plus. Alors, ça dépend de la nature de ce qu'on met, mais moi, j'essaie de mettre du contenu où il y a des employés. J'essaie vraiment, je vous dirais, je ne l'ai pas écrit dans les leçons apprises, mais dans le fond, quand je fais ça, c'est pas pour mettre une photo de moi sur... C'est surtout pour les autres aussi, hein. Fait que, alors, je pense qu'il faut doser, mais c'est sûr qu'on ne peut pas être 1 semaine ou 2 sans rien mettre, là. Il faut quand même créer une certaine... Vous devez le voir aussi dans la réception des gens quand vous mettez des photos avec vos employés. Il doit y avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. On doit avoir une différence que de certaines choses qu'on relaie parce que souvent, on peut relayer de l'information qu'on ne crée pas nous-mêmes. Mais ça, on doit avoir une différence. Fait que je me permets également une question. Donc, vous n'avez pas nécessairement un calendrier de diffusion. Vous y allez vraiment dans vos activités. Un peu votre Outlook doit être un peu votre calendrier d'événements, mais ça sert à ça. C'est mon agenda, en fait. C'est mon agenda qui va déterminer ce qu'on va mettre là-dessus. Puis, c'est simplement ça. Il faut faire attention pour ne pas se mettre trop étant donné que c'est quelque chose de rapide à utiliser, il ne faut pas se mettre trop de critères. On a entré ça dans notre stratégie de communication, mais contrairement au bulletin de direction CIUS, on le produit 1 fois par mois, il y a un calendrier. Je donne cet exemple-là. Les assemblées de cadres, ça fait partie de notre stratégie. Nous avons un calendrier. Les tournées d'employés, on a un certain calendrier aussi. Les gambas sont à mon agenda 1 fois par mois, c'est à l'agenda. Ça, on a un calendrier. Mais pour les médias sociaux, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas de calendrier, on n'en a pas de besoin. Vraiment, parce que sinon, ça va faire encore quelque chose de trop lourd à porter, mais il faut entrer ça. L'objectif, là, c'est d'intégrer ça dans nos comportements de gestion. C'est vraiment ça, il faut l'intégrer, puis ça devient un réflexe. Il ne faut pas que ça soit vu comme quelque chose de plus à faire, parce que ça devient trop lourd, là. C'est pas du contenu forcé. C'est ça, c'est pas du contenu forcé exactement, et puis, oui. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, juste à vous présenter dans le micro, puis vous aurez votre collègue derrière. Nathaniel Kadosh du CHU Sainte-Justine. Bonjour, d'abord présentation très intéressante. Il y a quelque chose qui, moi, je trouve est intéressant avec les médias sociaux, c'est cette espèce d'accessibilité qu'on a. Je veux dire, avant, pour rejoindre une PDG, il aurait fallu passer par une assistante, une autre assistante. Là, on a cette espèce de contact proche. Je voulais savoir si vous aviez eu des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, de quelqu'un qui aurait pris le contact, qui a priori, on va dire il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'aurait pas pu avoir ce lien avec vous. Et si oui, est-ce que vous pourriez en parler?
Oui, c'est une excellente question. Je vais vous dire, les employés, j'ai souvent des commentaires sur des choses, mais très peu, je dis souvent, c'est très peu de commentaires. Je vois des likes ou que des personnes vont relayer l'information, mais il n'y a pas personne qui a utilisé les médias sociaux à ce jour pour prendre un rendez-vous avec moi, pour me parler d'une situation, exemple, dans leurs équipes ou quelque chose de délicat. Il y a des employés qui prennent rendez-vous avec moi, qui vont m'écrire, mais ils vont le faire en bonne et due forme par mon courriel. Ou ils vont appeler ma secrétaire, pas via, à ce jour, pas via les médias sociaux. Ça pourrait arriver, par exemple. Une excellente question. Alors, qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Bien, c'est certainement que je m'occuperais de voir qui m'a écrit ça. Bon, je ne répondrai pas spontanément, là, bien sûr, mais j'irai voir à la source. Là, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarderai avec son supérieur immédiat. Ça, c'est certain. À partir du moment où on a cette responsabilité, hein, quand un employé nous écrit, que ce soit personnellement ou par médias sociaux, ce n'est pas arrivé dans mon cas, mais j'aurai la responsabilité de faire le suivi. Bonjour, mon nom est Marjan, planification, gestion hospitalière et gestionnaire de projet. Merci beaucoup pour la présentation et je suis agréablement surprise d'avoir un PDGA de terrain et c'est extraordinaire. Ma question va sur le volet patient. Vous avez parlé beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux pour la culture organisationnelle, mais il y a toute comment on atteint les patients aussi, et je pense particulièrement à la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ou maladies rares qui sont dans une solitude. Est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là pour atteindre ces patients-là? Mais je vous dirais que nous n'avons pas développé ça au sein de notre organisation, mais il y a quand même des organisations actuellement qui utilisent différentes plateformes. Entre autres, à McGill, ils ont développé vraiment un réseau pour les patients. Dans ce cas-là, c'est en oncologie, où les patients ont accès à de l'information, ils ont accès à leur propre trajectoire clientèle, l'accès, de l'enseignement sur les effets secondaires, sur l'équipe de soins, donc une information très, très variée. Donc, c'est un réseau et c'est en train d'être testé, qui est en train de se faire avec la clientèle en oncologie. Nous n'avons pas fait ça comme ça, mais tantôt, quand je vous dis il va falloir qu'on arrive à cela, je pense que ça s'en vient. Par contre, nos comités d'usagers sont très actifs, très, très actifs dans notre établissement. Et le président du comité des usagers, les membres de l'exécutif du comité des usagers ont aussi développé leur propre réseau LinkedIn et Facebook, ceux qui voulaient, parce que ce n'est pas tout le monde qui voulait embarquer là-dedans, mais on les a aidés, puis ils ont eu accès à la formation. Donc, alors, c'est ce qu'on a fait avec les usagers. Nos usagers sont très impliqués là, dans différents processus, mais si on revient aux médias sociaux, on leur a permis d'avoir la formation, mais on n'a pas créé de réseau organisé là, à ce stade-ci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Alors, mon nom est Jean Rochon. Bonjour, Sonia. Bonjour, bonjour. Merci pour l'expérience. C'est vraiment bon de voir tout ce qu'on peut faire à partir d'une organisation et comment aussi le développer. Je me demandais, j'ai peu d'expérience moi-même avec les réseaux sociaux, est-ce que vous avez pensé l'utiliser ou est-ce qu'elle serait utilisable pour aller chercher une réaction ou une réponse à une question? Vous avez dit, mon souci, c'est d'informer, mais aussi d'être informé. Oui. Sans organiser un survey classique organisé, ou est-ce qu'il y a trop de risques d'avoir une réponse biaisée ou difficilement interprétable? C'est vraiment une excellente question, Dr. Rochon. Puis oui, je pense qu'on pourrait l'utiliser. Ça s'organise, il faudrait le structurer. Mais je pense que oui, on pourrait l'utiliser, entre autres, pour aller chercher un avis très précis. C'est juste qu'il faut circonscrire, là, j'imagine, la question. Mais je retiens ça. Ce serait peut-être une belle expérimentation qu'on pourrait essayer. Peut-être dans le cadre de notre prochaine assemblée publique. Je
pourrait faire le lien avec l'Assemblée publique. Il y a un événement là, puis ouvrir sur une question, on pourrait l'essayer. Mais oui, en fait, ce sont des outils très simples d'utilisation. Mais après ça, il faut voir comment on va gérer le contenu et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait envisageable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Merci bien. Très apprécié. On va vous suivre sur les médias sociaux. Je pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'a rien appris. Si on vous ajoute pas, c'est qu'on n'a pas fait nos devoirs. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous donne 2 rendez-vous cet automne pour notre prochain séminaire. Et c'est un sujet encore là qui va être différent et qui va être rafraîchissant. Et je vous donne rendez-vous pour la médecine génomique pour tous et les perceptions, l'appropriation et les enjeux avec Mme Jobin, Marie-Hélène Jobin, qui est professeure ici à HEC, également directrice associée au Pôle Santé. Et notre collègue Émilie Kostiuk, qui est chargée de projet au Pôle Santé, qui a fait le projet de recherche avec toute cette gang-là. Donc, vous allez, suivez-nous, soyez présents, ça va être hyper intéressant, toujours en personne ou également par le web. Et je vous donne rendez-vous, ça, Sylvain Landry veut vous donner rendez-vous le 4 novembre prochain pour le rendez-vous CATA 2019. Ouais. Encore quelques places de disponibles. Vous allez sur Eventbrite, vous tapez colloque CATA 2019 et vous pouvez vous inscrire. Un bel événement, plusieurs conférenciers, des gens des États-Unis également qui viennent ici, des experts mondiaux qui vont vous parler de ce sujet que tout le monde dans le réseau connaît, le CATA. Donc, c'est le 4 novembre que ça se passe. Et moi, je vous souhaite une belle rentrée et une bonne saison. Merci. Merci bien.